j'ai 2 sœurs qui sont secrétaires de métier. Elles cherchent dans les bureaux. Moi, je sors de l'école de sténodactylo, mais j'ai jamais travaillé. Donc, toutes les 3, on cherche dans les bureaux, on ne trouve rien à Avignon, mais on nous conseille, à côté d'Avignon, à Vedène, il y a une grosse boîte de Paris, Péchinet, qui s'est repliée là depuis le début de la guerre. Peut-être que là, on a une chance. En effet, mes sœurs, personnel qualifié, oh là 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 là, vous commencez tout de suite. Mais moi, débutante, ben vous, mademoiselle, on a nos débutants, vous savez, on n'a pas besoin de vous. Et puis, je pense que le directeur a senti quelque chose, malgré notre nom bien catholique. Eh bien, oh ben écoutez, mademoiselle, on trouvera bien à vous caser. Je dis une bêtise parce que je dis non, catholique, c'est pas vrai. On avait repris notre nom de famille. Je m'appelle Cherkassky, c'est d'origine ukrainienne. Eh bien, les Russes ont la religion orthodoxe. Mon père, quand il avait fait faire des faux papiers, avait acheté aussi un faux certificat qui prouvait que nous étions de religion orthodoxe. Donc, pour tout le monde, on était orthodoxe. Et on s'était replié parce que ma mère ne supportait pas le climat de Paris. C'était une grosse bêtise. Je comprends que maintenant, nous, on s'imaginait que personne ne se doutait que nous étions juifs. Mais vous vous rendez compte, toute une famille qui vient s'installer en zone libre et qui raconte que la mère est allergique. Mais si elle est allergique à Paris, elle avait qu'à vivre en province, en zone occupée, pas en zone libre. Rien que ça. Mais bon, on a cru, alors on a donné cette histoire-là. Mais on a vécu quand même de 42 à 44 à Avignon. On était très très bien. Alors, on s'est trouvé du travail dans cette entreprise, Péchinet. J'ai mes 2 sœurs qui faisaient les marchés. Eh bien, mon père s'est renseigné. Oui, si on a l'autorisation, il faut des papiers spéciaux. Et si on trouve de la marchandise pour la vendre, il n'y a pas de problème. Eh bien, mon père va se débrouiller et mes 2 sœurs vont faire les marchés. Alors, les marchés, c'était très dur parce que tous les jours, il y avait un autre marché. Le lundi, c'était Cavaillon. Mardi, c'était Carpentras. Mercredi, c'était Bagnols. Jeudi, c'était Orange. Vendredi, je ne me rappelle plus. Samedi, c'était Arles. Le dimanche, on se reposait. Elles se reposaient. Donc, elles vont faire ça jusqu'en 43. En 43, tout le monde travaille. Aussi, mon père, en allant à droite et à gauche pour chercher de la marchandise pour que mes sœurs puissent les vendre, eh bien, est tombé sur le maire d'Avignon. Et ce brave homme nous a loué une maison en plein centre d'Avignon qui était inoccupée. Pourquoi, j'en sais rien, mais il n'empêche qu'elle était en mauvais état. Ma mère, qui a des mains en or, eh bien, a transformé cette maison avec mon père, quelque chose de très familial, et c'était très agréable à y vivre. Alors, naturellement, moi, à l'époque, je ne pensais pas du tout à mes parents. Nous, on était heureux. On avait en plein centre d'Avignon. Avignon, c'est une ville très agréable. On travaillait. Il y avait les distractions parce que on était jeunes. Donc, moi, c'était le sport. Mais ma sœur préférait les surprises parties. Donc, il y avait des jeunes qui se recevaient dans les garages. On n'avait pas le droit, normalement, de réunions comme ça. Mais dans les garages, dans les campagnes, eh bien, on arrivait à danser aussi. Et jusqu'en 40. Alors, en 43, la France est complètement occupée. Donc, cette maison qui nous embauchait remonte sur Paris. Elle veut bien emmener ses employés, mais nous, on ne peut pas les suivre. Hein. Donc, on va rester à Avignon et on ne cherche même pas à travailler dans les bureaux. On avait eu du mal à trouver quand on est arrivé en 42. En 43, certainement que ça sera pareil. Et puis mes sœurs, sur le marché, travaillaient très bien. Donc, nous aussi, on va faire les marchés.
les deux plus jeunes. Ma sœur c'est moi la petite dernière, mais ma sœur a 2 ans de plus que moi. Donc, le maire d'Avignon, là encore, nous a procuré une place sur les remparts, et 43, 44, on fait les marchés. Tous les matins, on partait déballer et on rentrait le soir avec les invendus. C'était agréable. On a fait ça jusqu'au 13 mars 44. 13 mars 44, une journée comme aujourd'hui, vous voyez. Alors qu'on était en plein hiver, eh bien une journée comme ça. Et on est à l'étalage. Habituellement, à l'heure du repas, quand on n'était que 2, ma sœur et moi, si j'étais partie la première, eh ben le lendemain, je partais la deuxième. Mais là, on est 3. Une cousine est venue nous rendre visite. Et qui va partir la première ? Moi. Non, ben on ne sait pas. On va tirer au sort. Et le sort me désigne. C'est Ginette qui doit partir la première. Mais Ginette, elle est un peu grassouillette. Et Ginette veut toujours faire des régimes et puis elle n'en fait jamais. Et là, il fait très beau. Eh bien, je commence mon régime aujourd'hui et je ne vais pas aller déjeuner. Donc, ma sœur, ma cousine partent. Moi, je n'ai pas l'intention d'y aller, je reste à l'étalage. Et elles reviennent au bout d'1 heure en me vantant les qualités du repas. « Oh, Ginette, t'as tort, il y a ci, il y a ça. » Ben ouais, Ginette, elle est gourmande. Eh bien, tant pis, le régime, elle commencera demain. Et je repars à la maison. J'arrive à la maison, j'ouvre la porte. De dos, il y a 3 messieurs. Un sur la droite, un petit peu, habillé en civil. La seule chose que je me rappelle, c'est qu'il avait un gilet jacquard. Ne me demandez pas les couleurs, mais son gilet, c'était avec des différentes couleurs. Il avait quand même un pantalon, hein, faut pas exagérer. Et sur sa gauche, il y a 2 messieurs. Là, c'est même pas la peine que je demande qui sont ces messieurs. Manteau de cuir, chapeau, c'est la Gestapo. Et devant eux, il y a mon père, qui avait 61 ans, mon petit frère, qui avait 12 ans et demi, mon neveu, qui avait 2 ans de plus que lui, 14 ans et demi. Les 2 enfants étaient venus déjeuner parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cantine. Donc, ceux qui n'étaient pas très loin de leur établissement scolaire venaient déjeuner. Ceux qui étaient loin, ben, ils emmenaient leur gamelle ou leur casse-croûte. Les 2 enfants n'ont jamais retrouvé leur établissement scolaire. Je ne sais pas comment est arrivée la question « arrêter les Juifs ». Je ne sais pas. J'avoue franchement que je ne m'en souviens pas. Ce que je sais, c'est que je réponds « on n'est pas juif ». Pourquoi ? Parce que je me rappelais que mon papa avait ce certificat comme quoi nous étions orthodoxes. Et puis je me rappelais, nous aussi, comment on avait été arrêtés, et puis qu'on avait dit on n'était pas juif et que ça avait marché. Donc, on n'est pas juif. Ah oui, non, mais là, c'est pas pareil. Là, il y a papa, Gilbert, Jojo et moi. 3 personnes du sexe masculin. Je dis on n'est pas juif. La Gestapo connaît les coutumes chez les Juifs. C'est pas la peine que je vous le dise. Quand je témoigne devant d'autres personnes qui ne sont pas juives, je dis la circoncision. Vous, c'est pas la peine, vous le savez. Mais la Gestapo est au courant aussi. Alors, ils emmènent papa, Gilbert, Jojo dans la cuisine. Ils les font déshabiller. Ils sont circoncis. Ça veut dire qu'ils sont juifs. Vous savez très bien que ce n'est pas une preuve, parce que vous savez très bien que n'importe quelle personne, garçon, jeune homme, s'il a une infection sur le sexe, ça s'appelle un phimosis, eh ben, il va avoir une petite intervention chirurgicale et ça sera comme s'il avait été circoncis. Donc, pour la Gestapo, circoncision égale juif. Immédiatement, il nous emmène. Il y avait des tractions devant la maison. Les tractions, c'est le moyen de locomotion de la Gestapo. Est-ce qu'ils étaient là quand je suis rentrée à la maison ? Je ne sais pas. En tous les cas, même si je les avais vus, hein, j'aurais pas eu peur. Ça faisait 2 ans qu'on était là et on était bien. Donc, il voit qu'on est juif. Celui qui nous a dénoncés avait raison.
aussitôt. Ils ne nous ont même pas dit emmenez quelques affaires, prenez quelques vêtements, prenez des affaires de toilette. Tel qu'on était, on nous a poussés pour entrer dans cette action. Et là maintenant, on va être envoyé en prison à Avignon. Donc 13 mars, on couche la nuit en prison à Avignon. On est tous les 4 ensemble dans la même cellule. Le lendemain matin, on nous réveille, vous ne restez pas là. Il y a un car qui est à la sortie de la prison. Il est plein de juifs qui ont été arrêtés comme nous par dénonciation, parce qu'ils ont fait du marché noir, parce qu'ils ont été pris comme otages, parce qu'il y avait eu un sabotage. Il était plein. Et on est embarqué en car pour aller en prison à Marseille. On arrive à la prison de Marseille, c'est la prison des Baumettes. À Avignon, c'était une vieille prison. À Marseille, la prison des Baumettes, comme dans les films américains, il n'y a pas du tout de plafond, depuis le sol jusqu'au toit. On voit toutes les cellules qui sont là, à chaque étage, les unes à côté des autres. On nous emmène dans un endroit. Alors, mon père, mon petit frère et mon neveu sont ensemble. Ils auraient pu être avec moi, mon neveu et mon petit frère. Mais j'ai très peu d'écart. On a 4 ans d'écart avec mon neveu. Alors, il n'a pas du tout confiance en moi. Il préfère être avec son grand-père. Donc, les 2 enfants vont avec leur grand-père. Et moi, je suis dans une salle commune avec des jeunes, des femmes et des enfants. On va y rester du 14 mars jusqu'à fin mars. Fin mars, on nous dit, ça y est, c'est le départ. C'est pas une surprise. Tous les Juifs savaient que si on était arrêté, c'était pour aller dans un camp de travail. Et on savait aussi qu'avant d'aller dans ce camp de travail, on passerait par Drancy. Tous les Juifs le savaient, en espérant ne pas avoir besoin de le connaître, mais on savait que si on était arrêté. Alors là, c'est pas une surprise, on sait qu'on va aller à Drancy. On est un train normal, un train voyageur. À l'époque, il y avait 3 classes. On est en 3e classe. Alors, les hommes sont dans un coin du wagon, et puis nous, les femmes et les enfants, on est dans une autre partie du wagon. On n'a pas le droit de s'approcher les uns des autres. Nous, on pouvait aller aux toilettes comme on voulait, mais le wagon était surveillé, tandis que les hommes n'avaient même pas le droit d'aller aux toilettes. Il fallait être accompagné par un soldat. On va arriver à la gare de Lyon à Paris, et de là, on va nous emmener à Drancy. C'est pas une surprise. Alors, Drancy, pour moi, c'est une période qui n'a pas été désagréable. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à Drancy, et j'ai fait connaissance avec des jeunes gens, des jeunes filles. Donc, dans la journée, on pouvait se promener toute la journée à l'intérieur de Drancy. Par contre, le soir, les hommes, même les couples, ne dormaient pas avec leurs femmes. Ils étaient dans des bâtiments séparés. Dans la journée, on faisait ce qu'on voulait. Et toute une journée avec mon père, je ne savais pas trop quoi lui dire. Ça m'avait semblé très long, la première journée. Quand le lendemain, ils ont demandé des bénévoles pour faire des corvées, et je me suis présentée, et j'ai été mis à la corvée de Pluche, et tous les matins, je me retrouvais avec des jeunes gens, des jeunes filles, et quand on est jeune, vous savez, on ne se rend pas compte. Quand on travaille, ça ne me faisait pas peur. Donc, on chantait, et on blaguait, il y a même eu des idylles qui se sont formées, et on est resté jusqu'au 13 mars 1944 à Drancy. 13 avril 1944, on est encore à Drancy. Le 12, on nous prévient, demain c'est le départ, mais on savait qu'on partait. Donc, à 6 heures du matin, dans la cour de Drancy, avec les bagages, il y en a qui ont été arrêtés et qui ont pris des bagages. Et on se retrouve à l'intérieur de Drancy. À l'extérieur, il y a les autobus. Alors, il y a un petit peu de
bousculade, mais pas de bruit, pas de hurlement, un petit peu de bousculade, parce que, tant qu'à faire, on veut être dans les mêmes autobus que la famille d'abord, mais aussi on s'est fait des amis. Alors on voudrait être avec eux. Alors ça y est, maintenant, on est dans les autobus. Les autobus sont gardés par agents gendarmes, agents de police et quand même un soldat allemand. Ils vont nous emmener, alors moi je crois que c'était la gare du Bourget, c'est la gare de Bobigny. Et là maintenant, c'est terminé, il n'y a plus de Français, on est aux mains de l'armée allemande, et alors là ça change. Là ce sont les hurlements. Et puis les hurlements, comme on ne comprend pas et comme on ne va pas assez vite, alors on nous pousse tellement fort qu'il y en a qui perdent de l'équilibre. Et on va se retrouver sur le quai de la gare. Et sur le quai de la gare, il y a un train qui est là. Un train, tous les wagons sont ouverts, mais des wagons qui sont vides. Alors, j'ai l'habitude de demander, mais là, je vois rien parce que je suis dans le noir, et puis moi, je suis dans le clair. Alors, quand vous voyez des wagons vides devant vous, qu'est-ce que vous pensez ? Alors, je vais faire la réponse. Quelquefois, c'est à long avenir. Les jeunes me disent, ben moi, je pense rien, puis d'autres. Alors, là, je vais vous le dire, un wagon vide, un train de wagon vide, moi, je pense que c'est un train de marchandises. Et donc, un train de marchandises, c'est pas pour nous. Il va partir. Et puis, il va y avoir un train voyageur qui va arriver avec des wagons 3e classe. Eh bien, non. Le train de marchandises était pour nous. On nous pousse. Alors, premier mot que j'apprends, schnell. Schnell, il fallait faire vite. Et en même temps qu'ils disent schnell, ils nous poussent. Et maintenant, il faut qu'on monte dans les wagons. Aucun souvenir. Est-ce qu'il y avait une rampe? Est-ce qu'il y avait des marches? Est-ce que les personnes jeunes ont aidé les personnes âgées? Je ne m'en souviens pas. En tous les cas, on est dans les wagons. Les portes vont être verrouillées et maintenant, on découvre les lieux. Eh bien, nous, on est mal tombés parce qu'on est dans la pénombre. Pourquoi ? Parce que notre wagon n'a pas de fenêtres. Les fenêtres, elles sont... Il y a des volets. Alors, la lumière passe un tout petit peu par ces volets. L'air passe un tout petit peu par ces volets. L'air et la lumière passent un peu par les planches du wagon qui sont mal soudées, mais on est dans la pénombre. On va s'installer, alors combien qu'on est ? Chacun dit un autre chiffre, 100, 80, 60, 75, personne ne dit la même chose. Moi je sais une chose, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à s'installer. Mais on est assis quand même. Alors pour mettre les jambes, ça a été vraiment très 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 dur. Et je me souviens de ma réflexion, comment qu'on va faire si on veut aller aux toilettes, comment qu'on va faire quand il va falloir descendre pour récupérer nos jambes, tellement elles sont emmêlées. Et puis on va s'installer. Quand on est monté, il y avait une espèce de seau qui était là, il gênait, on l'a mis dans un coin, seulement le train s'arrête pas. Donc, s'il ne s'arrête pas, la nature est là. Il y en a qui ont des besoins. Alors, on a compris que le seau, c'était pour servir de tinette. Seulement, comment qu'on va faire pour s'isoler ? Alors, quand on est parti de Drancy, on avait eu le droit d'emmener chacun une couverture sur notre bras. Et mon père m'avait montré qu'il avait tellement maigri, il avait mis 2 couvertures dans son pantalon. Alors, il y en a d'autres qui ont fait comme lui, avec ses couvertures en supplément, au lieu de s'asseoir dessus, on a isolé l'endroit pour faire ses besoins. Mais les gens qui étaient assis à côté de ce seau se sont pas rendus compte. Et quand le seau a commencé à se remplir, ils recevaient des éclaboussures. Vous pensez bien qu'ils n'ont plus marché. Alors, je suppose que les gens, je ne sais pas, peut-être que moi aussi, je ne me rappelle plus, on a fait nos besoins sous nous. C'est simplement pour vous dire l'odeur qu'il pouvait y avoir dans ces wagons, puisque on ne s'est pas lavé pendant 3 jours et 3 nuits. Peut-être qu'on a fait nos besoins sous nous. Alors, c'était vraiment... En plus, nous, on n'a pas d'air, on n'a pas de lumière. On n'a même pas vu dans quelle direction on partait, alors que ceux qui avaient des fenêtres avec des grillages ou des barreaux ont vu tout ça. Nous, on ne sait rien.
Et le train, au bout de quelque temps, alors on a appris 3 jours, 3 nuits, les wagons, le train s'est arrêté, les portes vont être déverrouillées, et là, pour moi, j'ai un souvenir. Qu'est-ce que ça a été agréable! Un air tellement froid qui a pénétré, mais il était tellement froid que ça a chassé tout de suite les mauvaises odeurs. Mais à peine on dit c'est agréable, que des gens ont sauté dans le wagon et nous ont poussé. Schnell, il faut descendre. Et je suis prête à descendre, je suis assise sur le sol du wagon pour être sur le quai. Quand j'entends ces messieurs, alors j'apprends que ce sont les commandants du camp, les médecins du camp, qui hurlent quelque chose, mais comme moi je ne comprends pas un mot d'allemand, parce que je ne parle pas le yiddish. Si j'avais parlé le yiddish, j'aurais compris quelques mots, mais je ne parle pas, à la maison on ne le parlait pas. Donc je demande, qu'est-ce qu'ils disent? Et on me traduit, et j'apprends que les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui sont malades, ces messieurs ont mis à notre disposition des camions, et ils sont là pour nous, profitez-en, parce que le chemin pour aller jusqu'au camp va être pénible. Le train, jusqu'au mois d'avril 1944, s'arrêtait en dehors du camp. Et il y a un petit kilomètre à pied, à travers champs, qui est très pénible. Alors ces messieurs nous préviennent. Et moi, Ginette, naïve, je me dis, quand même, on me dit que les nazis sont inhumains. C'est pas vrai. C'est pas être inhumain que d'avoir pitié des gens pour les faire marcher, pour les personnes âgées, pour les personnes malades. Ils ont prévu des camions. C'est pas être inhumain, ça. Merci, monsieur les nazis. Et maintenant, on est là tous sur le quai. Alors quelques-uns, comme papa et Gilbert, qui m'ont écouté, sont montés sur les camions, mais très peu, très très peu. La plupart des gens voulaient marcher, même qu'ils nous disaient « ça sera dur, ça fait rien, on veut marcher ». Et comme on est tous sur le quai, ils vont nous donner des ordres, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Et puis encore d'autres ordres, il faut se mettre 5 par 5. Et 5 par 5, on va passer devant ces messieurs qui vont d'un coup d'œil très rapide à gauche, à droite. Et nous, on est, je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche, on est très 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 peu. Mais par contre, on a un aspect assez jeune et puis on n'a pas l'air d'être malade. Alors que de l'autre côté, vous avez des personnes très âgées, il y a des personnes handicapés, vous avez des enfants de tous les âges. Donc, toutes ces personnes sont ensemble et nous, on est un tout petit groupe et nous, on va partir à pied. Alors, j'ai appris par la suite comment ils faisaient cette sélection. Messieurs les nazis veulent bien garder des juives vivantes à condition qu'elles travaillent. Sinon, tu ne travailles pas, on te tue. Donc, pour travailler, ils avaient les critères. 15-45 ans. Si tu as moins de 15 ans, pour eux, tu ne peux pas travailler. Donc, tu ne travailles pas, on te tue. Si tu as plus de 45 ans, tu ne peux pas travailler. Pour eux, tu es trop vieille. Donc, tu ne peux pas travailler, on ne va pas te nourrir, on va te tuer. Alors, 15-45 ans pour les femmes, et pour les hommes, c'était 15-50 ans pour les hommes. Naturellement, il y a eu des exceptions. Vous avez des fillettes de 14 ans qui sont rentrées dans le camp parce qu'elles paraissaient avoir 15 ans. Par contre, vous en avez eu de 15 ans qui ne sont pas rentrées dans le camp parce qu'elles faisaient toutes gamines, elles faisaient 13-14 ans, donc elles ne sont pas rentrées dans le camp. Et pour les femmes, c'était pareil. Vous avez des femmes qui avaient une 50aine d'années, mais qui faisaient très jeunes. Elles sont donc rentrées dans le camp pour travailler. Et vous en aviez qui avaient
43, 44, mais qui paraissaient usées par le voyage, usées par le travail, usées par les grossesses, qui paraissaient plus vieilles, eh bien celles-là, on les a pas laissées dans le train. Tu travailles, tu vis, tu travailles pas, tu meurs. Et c'est ça la sélection. Donc, on est maintenant, on est rentré dans le camp, mais nous, on ne sait pas encore tout ça. Hein. Pour nous, ils sont montés sur les camions, et moi, je suis contente que papa et Gilbert m'aient écouté parce que c'était très fatigant à travers champs. Et maintenant, on arrive à proximité du camp, et je vois ces cheminées, cette odeur, là, voilà mon usine. C'est là que je vais travailler. Et puis les champs, eh ben, on les a traversés. Et maintenant, je suis dans le camp. Mais moi, un camp de travail, c'était l'usine et quelques baraques. Et quand je suis rentrée dans le camp, ben c'est pas quelques baraques, hein, à perte de vue, des baraques, des baraques, des baraques. Et puis tout a l'air sale, tout a l'air crasseux. Et ce camp de travail, entouré de barbelés. Tous les 10 mètres, vous avez un mirador avec des soldats dedans, mitraillettes dirigées vers l'intérieur du camp. Et puis, tous les 20-25 mètres, d'autres miradors avec des soldats en haut. Eux, ils ont des jumelles. Ils n'ont pas de mitraillettes. Je me suis trompée. Moi, je ne voyais pas un camp de travail comme ça. Et maintenant, on traverse, il y a des gens, elles ont des drôles d'allure, elles sont bizarres, elles nous regardent par en dessous, elles sont mal habillées. Mais je n'ai pas le temps de m'interroger, de les interroger. On nous pousse vers un bâtiment qui est sur le côté. Elle a un bâtiment en dur. Et on va rentrer dans une salle, elle est vide. Parallèle au mur, vous avez des tables. Derrière ces tables, il y a 2 femmes par table, et nous, on est devant, et on va commencer à nous pousser, vous êtes un pied trop loin, tu as un pied trop près, tu reçois des coups de pied, et puis on te donne des grandes ruades, tu tombes, et puis personne t'aide à te relever, et puis t'es pas bien dans le rang, on te pousse, et enfin, ça y est, on est placé comme ils veulent, un rang bien rectiligne, pas un pied ne dépasse. Et maintenant, les ordres arrivent, déshabillez-vous. Jusqu'à la nudité totale. Est-ce que je suis plus pudique que d'autres? Est-ce que je n'en sais rien. Mais moi, je sais que j'en étais malade d'être nue. J'ai que 2 mains, je me cache le sexe, je me cache les seins, j'ose regarder personne, j'ai les yeux fixés sur mes doigts de pied, et quelquefois, je les ouvre et je m'aperçois qu'il y a des corps de femmes, mais je ne savais pas qu'on avait des seins quelquefois qui étaient comme ça, je ne savais pas qu'il y avait la peau du ventre quelquefois qui était comme ça. Moi, j'ai jamais vu de personne nue que moi, et moi, quand je me vois nue, je suis jeune, c'est pas... Et maintenant, c'est à mon tour d'être au bord de la table. Il y a elle a un registre. Alors, je ne sais pas si vous voyez le tableau, je me cache les seins, je me cache le sexe, j'ai la tête dans les épaules qui regarde les doigts de pied. Et maintenant, je suis au bord de cette table. Il y en a une qui a un registre. Alors, est-ce que c'est moi qui ai écrit? Est-ce que c'est elle? L'autre prend mon bras brutalement et me met sur les bras. Alors, je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut. Peut-être, oui. Un beau numéro. Alors moi, je dis un beau numéro parce que c'est vrai, je suis tombée sur quelqu'un qui était doué. C'est pas le cas pour tout le monde. Et maintenant, on est tatoué, on est nu. Moi, je suis toujours malade de honte parce que le tatouage, me demandez pas ce que j'ai pensé, est-ce que ça m'a fait mal, comment qu'on me l'a fait, je n'en sais rien. Je suis sous la honte de la nudité. Et maintenant, on est tatoué, on a été enregistré, alors on va nous emmener dans une autre salle. Et là encore, pour ces messieurs, ils ont réfléchi. C'est ça qui est terrible, c'est que tout a été préparé à l'avance. Ils savaient, avant de nous arrêter, ce qu'ils allaient nous faire subir. Voilà, c'est pour ça que je dis toujours, attention, la haine, c'est
Auschwitz. Donc, on est nus maintenant, on a été enregistrés, on a été tatoués, et maintenant, ils vont nous emmener dans le petit groupe dont je fais partie, on va être dans une autre salle, il y a des femmes derrière un tabouret, et à tour de rôle, on va nous enlever les poils du sexe et les cheveux.